Michel-Ange, le plus grand artiste de la Renaissance, le peintre de la chapelle Sixtine, le sculpteur du David, de la Pietà, l'architecte du dôme de Saint-Pierre, a dédié son génie à la gloire de l'Église catholique romaine. Mais il y a une œuvre qu'il a toujours définie comme la tragédie de sa vie. C'est la tombe du pape Jules II. L'histoire de ce monument est infiniment longue et tourmentée. À force de transformations successives, il faudra 40 années pour l'édifier. Mais le destin de Michel-Ange va prendre un tournant. De voyages clandestins en rencontres improbables, sa vie se couvre de mystères. Alors qu'il allait enfin pouvoir terminer le monument, il va profondément le modifier. Pourquoi ces perpétuelles tergiversations ? Qu'est-il survenu autour de ces années 1542 qui est si fortement marqué le maître? La saga de cette tombe raconte un chapitre obscur de la vie de Michel-Ange que l'Église et l'artiste ont cherché à dissimuler pendant plus de 4 siècles. Les réponses à ces interrogations, nous les devons à un restaurateur d'art italien, Antonio Forcellino. Il s'est attaché à ces 40 années de la vie de l'artiste, et au terme de son enquête, il se trouve face à une révélation qui le stupéfie. Michel-Ange fut soupçonné d'hérésie. Mêlé aux conflits religieux de la Réforme et de la Contre-Réforme, il aurait marqué ses travaux du sceau des idées nouvelles. Il aurait laissé les traces de ses doutes jusqu'au plus près du cœur de l'Église, au sein même du Vatican. Mais comment, au terme d'une enquête de plus de 5 années, Antonio Forcellino en est-il arrivé là? C'est par la tombe de Jules II que tout a commencé. Elle se trouve à San Pietro in Vincoli, au cœur de Rome. En 2001, Antonio Forcellino est choisi pour les travaux de restauration de l'église et surtout de la tombe. C'est là que son chemin croise celui de Michel-Ange. Si vedo meglio adesso. C'è una cosa straordinaria, che poi ti danno questo effetto proprio di carne. Ce qui m'a immédiatement surpris a été de voir cette sculpture du pape, si inhabituelle, et l'idée que ce soit la représentation de la papauté que Michel-Ange nous a laissée en témoignage. Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi le pape est-il représenté allongé et âgé, avec les mains entr'ouvertes, dans un geste d'impuissance, alors qu'il est le pape guerrier par excellence, toujours l'épée à la main, plus fier qu'un empereur. Sa statue ne mesure qu'1,40 m et se trouve dans l'ombre de Moïse. Celui-ci, avec sa taille et l'impression de puissance énorme qu'il dégage, est le pôle d'attraction du monument. Un monument qui devait, comme c'était la tradition, glorifier le chef spirituel de l'Église. La restauration continue, statue après statue, corniche après pilastre.
C'est un travail long et minutieux, et c'est une période d'étroite proximité avec l'œuvre. Antonio Forcellino avait anticipé sur cette rencontre en étudiant tous les écrits qui traitent du monument. Aussi, en travaillant sur la statue féminine, située à la gauche de Moïse, il se souvint que dans toutes les descriptions des historiens de l'art, celle que Michel-Ange appelle la vie active tient en main un miroir. En nettoyant l'objet, tenu dans la main droite, nous nous sommes rendus compte que ce ne pouvait être en aucun cas un miroir, mais plutôt que ça ressemblait à une torche ou une lanterne. Forcellino est interloqué. Ce détail de la lanterne peut paraître anodin, mais ajouté à la modestie de la représentation du pape, la tombe de Jules II se révèle pleine de surprises. Michel-Ange était particulièrement attentif aux détails symboliques. De fait, chaque petit détail dans l'art de Michel-Ange est porteur d'une signification très réfléchie, très élaborée. Pourquoi ces discordances entre l'histoire et la réalité? Et pourquoi un pape représenté de manière si humble? Antonio Forcellino est à l'image de son métier. Il est perfectionniste et il veut connaître les raisons de ces disparités avec l'ordre établi. À ce moment, il ne se doute pas encore qu'il va remettre en question l'immense majorité des écrits sur le plus grand artiste du monde. Pour lui, les réponses ne sont pas à San Pietro in Vincoli. Il faut chercher ailleurs. C'est vers la biographie de Michel-Ange que Forcellino va se diriger. À l'approche de la fin de sa vie, il l'a dictée à un jeune scribe, Ascanio Condivi. Y aurait-il meilleure source d'information que le propre témoignage de l'artiste, notamment sur le choix des messages qu'il a voulu transmettre? La symbolique dans l'art de cette époque est très importante, parce que peu de gens avaient accès aux livres, particulièrement en latin. Donc, d'une certaine façon, ces images sont les médias de l'époque. Sur la tombe, la représentation de la vie active est décrite par Condivi, suivant les paroles de Michel-Ange, comme une figure féminine qui se regarde dans un miroir. Je me suis rendu compte que, sans l'ombre d'un doute, cette description ne correspond pas à la réalité. Et c'est surprenant. Surtout si on considère que Michel-Ange est obsédé par la représentation des détails de ses sculptures, et plus encore parce que Michel-Ange donne ces détails à Condivi seulement 5 ou 6 ans après leur réalisation. Il n'y a donc pas l'excuse du temps. C'est incompréhensible. Cette biographie se révèle néanmoins des plus intéressantes pour comprendre les doutes et les révoltes de Michel-Ange. Sous la plume de Condivi se dessine une vie de rebelle progressiste qui assume en permanence ses opinions politiques au détriment de sa quiétude. Celle d'un homme qui va soutenir la jeune République de Florence à l'encontre de ses mécènes, allant jusqu'à aider à la construction des remparts de la ville. Une vie soumise à une longue dépendance envers ses commanditaires, les Médicis et les papes. Et précisément, puisque Michel-Ange réalisait des œuvres de commande pour les puissants du monde d'alors, il a dû signer des contrats, couchant sur le papier les clauses de leurs ententes. Et si les témoignages sont d'une fiabilité inquiétante, ces documents officiels ne laisseront aucune place à l'interprétation.
c'est à la Bibliotheca Angelica que ses écrits sont conservés. Le premier contrat date de février 1505. Jules II commande à Michel-Ange une tombe monumentale, livrable en 5 ans, avec 40 statues. Mais 35 ans après, et quelques esquisses plus tard, la tombe est encore à l'état de projet. Aussi Forcellino concentre-t-il ses recherches sur l'année 1542, quand Michel-Ange conçoit le dessin de la tombe telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec le Moïse au centre. Michel-Ange avait imaginé ce Moïse pour le projet initial, car il devait être une des statues qui décorait le mausolée. Mais quand celui-ci fut réduit, le Moïse fut retiré du projet avant de redevenir d'actualité. Le signataire en bas du contrat de 1542 est Ercole Gonzaga. Il représente la famille Della Rovere, les héritiers du pape, celui-ci étant mort entre-temps. Cet Ercole Gonzaga est un personnage obscur, mais dont Forcellino a déjà rencontré le nom. Dans la biographie de Condivi est mentionné un personnage d'habitude complètement oublié dans les ouvrages. C'est le cardinal Gonzaga. À un moment, quasi en passant, Condivi raconte que Gonzaga avait vu le Moïse dans l'atelier de Michel-Ange et dit que l'insérer dans son monument serait le meilleur hommage à la mémoire de Jules II. Ercole Gonzaga devient un témoin oculaire de l'histoire de la tombe et pour Forcellino, une nouvelle source d'information. Qui était cet homme, capable de s'insinuer dans les difficiles rapports entre la grande famille des Della Rovere et Michel-Ange?